Connaissez-vous l'art médiumnique ? Surtout pratiqué entre la seconde moitié du 19e siècle et la Deuxième Guerre mondiale, il désigne des œuvres artistiques, plastiques ou littéraires d'artistes prétendant ne pas en être les vrais créateurs. Selon eux, ils seraient en fait les intermédiaires à travers lesquels s'exprimeraient des esprits surnaturels et qui guideraient leurs mouvements. Certains de ces artistes n'avaient jamais peint, sculpté ou écrit avant de se mettre à l'art médiumnique, tandis que d'autres étaient déjà très connus et n'ont essayé cette pratique qu'à quelques reprises, comme Picasso ou Dali. Souvent, cette pratique était d'ailleurs liée à des séances de spiritisme, comme pour l'un des artistes médiumniques les plus connus, à savoir Augustin Le Sage, qui prétend avoir reçu des ordres de voix inconnus qui auraient peint plus de 800 œuvres en l'utilisant comme outil. Aujourd'hui, on considère surtout l'art médiumnique comme une manière d'exploiter les profondeurs de l'inconscient pour en retirer des qualités artistiques insoupçonnées. Mais si ces artistes avaient raison, ce n'est évidemment pas la seule fois de l'histoire où l'art se retrouve mêlé au surnaturel, et notre film du jour nous propose une histoire de ce type. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Joe Begos. Faut dire que si ses œuvres n'ont pas encore été vraiment remarquées par le grand public, elles ont tout de même fait parler d'elle parmi les aficionados de l'horreur et des festivals indépendants. Il entre réellement dans la danse en 2013 avec le sympathique mais imparfait Almost Human, une histoire de science-fiction horrifique à petit budget mais aux idées intéressantes, qui sera d'ailleurs nominé aux Eye Horror Awards. Il continuera sur sa lancée en sortant 2 ans plus tard de Mind's Eye, sorte de petit frère de Scanners de Cronenberg qui permettra à Begos d'obtenir le prix de meilleur réalisateur à l'Austin Fantastic Fest. On parle de films à moins d'$1 million chacun, voire même moins d'$1 demi-million à vrai dire. Mais alors que Joe Begos voulait continuer à progresser en tant que cinéaste et voir ses ambitions croître de la même manière, il a perdu 2 ans à essayer de faire financer un film sans succès. De rage, il vira tous ses agents et se tourna vers un nouveau projet, moins coûteux, comme s'il repartait à zéro, en quelque sorte. Du coup, il écrit une sorte d'histoire de vampire moderne qui se déroule exclusivement dans un appartement de Los Angeles, huis clos étouffant et, comme à son habitude, horrifique. Mais v'là-t-il pas que, miracle, son pote Graham Skipper, acteur de bon nombre de séries B d'horreur telles que Oh, Surprise, Almost Human et The Mind's Eye, lui trouve des gens intéressés à injecter de l'argent dans son projet. Ni d'une, ni deux, Joe Begos se retrouve avec un budget faramineux de $200 000 et modifie donc son script en ajoutant notamment quelques effets spéciaux supplémentaires. Et surtout, de nouveaux lieux de tournage. Il avait perdu trop de temps avec son film annulé et réussit donc à écrire ce scénario en seulement 3 mois, puisant dans toutes ses frustrations pour que ce nouveau projet devienne une cathartique pour lui. Et ce fut le cas. En tout, du début de l'histoire à la sortie du film, il ne se sera écoulé que 17 mois. Et cela nous donne une histoire assez originale mêlant art, drogue, Los Angeles et le mythe du vampire. Nous y suivons donc Daisy, une artiste underground de grand talent mais en panne d'inspiration devant ce qui devait devenir son chef-d'œuvre, une immense toile. Nous assisterons à sa descente aux enfers tandis qu'elle plongera toujours plus profondément dans la drogue et la décadence en cherchant désespérément l'inspiration dans un Los Angeles moins glamour que celui de Hollywood. Après avoir ingéré une drogue plus forte que d'habitude et passé une soirée de folie avec 2 amis au style presque vampiresque, elle changera radicalement et autant elle que le spectateur se demanderont s'ils assistent à la réalité ou à une gigantesque hallucination. L'une des premières choses que l'on remarque avec ce film, c'est que la figure du vampire y est radicalement différente de ce à quoi le cinéma nous avait habitués jusqu'ici. Nous sommes très loin de la figure gothique proposée par la Hammer, du petit minet de Twilight ou des romans de Anne Rice, voire même encore de la bête féroce de Nosferatu ou de Salem Slot. Bon, évidemment, ce n'est qu'un résumé très grossier de ce qu'est la figure du vampire au cinéma, mais l'idée de Joe Begos était ici de proposer quelque chose de nouveau, en phase avec son époque, de frais, pour reprendre ses propres mots. Du coup, nos personnages passeront volontairement une grande partie du métrage à admirer leurs reflets dans des miroirs et la caméra se fera un plaisir de faire de gros zooms sur leurs mâchoires, dénuées de canines proéminentes. L'idée étant évidemment de sortir de l'image ultra codifiée et habituelle du vampire. Finalement, on peut presque se demander si nos personnages en sont réellement, et c'est là toute l'idée du film, nous faire perdre nos repères avec des mythes que nous connaissons, mais surtout une réalité que nous croyons connaître. Cette virée hallucinatoire en plein Los Angeles, mais pas celui des stars, celui des artistes à moitié junkies qui nous pondent des œuvres expérimentales entre 2 rails de coke et une partouze, est comme un passage vers une autre dimension pour le spectateur, une dimension crade et malsaine.
Bien sûr, cette ambiance est fortement appuyée par une esthétique colorée très soignée, comme nous le promettait d'ailleurs cette magnifique affiche, l'une des raisons principales de mon visionnage. Je ne pouvais pas passer à côté d'un tel esthétisme. La drogue joue donc un rôle crucial dans cette histoire. Sans que le film nous donne de réponse très claire, on pourrait très bien croire que c'est elle qui transforme notre personnage principal, voire même que cette vampirisation n'est qu'une métaphore de l'état de drogué. Ou alors, tout simplement, ce ne sont que des hallucinations dues à la drogue. Aucune de ces hypothèses ne peut être clairement réfutée et chacune de ces interprétations reste plausible, donnant donc à Bliss plusieurs niveaux de lecture. Même le titre, Bliss, jouera un rôle là-dedans, puisqu'il signifie félicité, joie, béatitude, un état d'allégresse qui, dans le film, a quelque chose d'artificiel et de malsain, un petit peu comme s'il était provoqué par là. Pour épauler Joe Begos dans son projet, il pouvait comme d'habitude compter sur la participation de son ami Graham Skipper qui avait déjà joué dans ses précédents films. Mais la comédienne dont j'ai envie de souligner le jeu ici est Dora Madison qui délivre une prestation vraiment incroyable. Lorsqu'elle a passé son audition, elle a littéralement tapé dans l'œil de Joe avec sa façon de s'accaparer l'écran et sa coiffure si particulière. De plus, elle ne récitait pas bêtement le texte qu'on lui avait confié, mais improvisait et sa façon de jurer ainsi que le vocabulaire employé rappelait étrangement ceux de Joe Begos qui s'est reconnu dans cette manière de s'exprimer. Il ne pouvait pas passer à côté d'une telle actrice qui avait d'ailleurs pas mal d'expérience après ses rôles dans des séries comme Chicago Fire ou Dexter. Et Dieu, quelle réussite! Elle est réellement captivante, accroche le regard comme personne et ce magnétisme qu'elle dégage colle parfaitement à son personnage. Elle a dans ce film un côté envoûtant, presque surnaturel, sans être un canon de beauté comme on en voit dans les superproductions hollywoodiennes. Elle arrive à transmettre sans aucun problème ses émotions au spectateur qui peut parfaitement suivre cette sordide histoire de son point de vue, quasiment dans sa peau. En fait, c'est presque comme si vous vous droguiez vraiment à ses côtés. Donc tous les toxicos qui regardent mes vidéos, foncez, cliquez! Toujours lié de près ou de loin au thème de la drogue, ou plutôt à l'état dans lequel la drogue met les gens, le film a très clairement une atmosphère onirique. Ses couleurs vives, rouge, vert, violet, nous font sortir de notre réalité. Le sentiment provoqué au spectateur est avant tout le malaise, la perte de repères et souligne également l'angoisse délivrée par l'intrigue. Couplé à une musique omniprésente lors de certaines séquences, on a parfois l'impression d'assister à un vidéoclip. Il faut bien avouer que la mise en scène de Joe Begos se passe ici très souvent de dialogue, et se montre souvent assez démonstrative pour que l'on comprenne l'action sans avoir besoin de la moindre explication. Et encore une fois, cela donne au métrage un aspect de rêve, puisque même un enchaînement de séquences parfois presque illogiques prennent ici tout leur sens pour le spectateur, autant qu'un cauchemar idiot et irréaliste pour un dormeur. C'est même assez rare à mes yeux qu'un film parvienne aussi bien à capter l'ambiance d'un rêve, et pourtant c'est le genre d'atmosphère au cinéma que j'adore, comme vous le savez tous certainement. Les phases vampires de Deadsy sont d'ailleurs presque des crises de somnambulisme, vu qu'à chaque fois, le lendemain, elle ne se souvient plus de rien. Et si je vous disais que Deadsy est en fait un personnage autobiographique et que Joe Begos l'a écrit comme un condensé de ses craintes, ses ambitions et surtout ses échecs. Et c'est la raison pour laquelle, selon moi, on peut vraiment considérer ce film comme un long cauchemar. Mais ce n'est pas Deadsy qui fait ce cauchemar, mais bien Joe Begos. Tout ce qui arrive à son personnage est ce que lui redoute ou ce qui lui est arrivé de pire en tant qu'artiste. Et c'est pour cette raison que le film a tant des allures de rêve ou plutôt de cauchemar. En fait, c'en est véritablement un. Mais parlons un petit peu du côté artistique du film, ou plutôt de son intrigue. Après tout, Deadsy peint son chef-d'œuvre qui avance au fur et à mesure du métrage. Déjà, c'est le bon vieux coup de la course contre la montre. Le film est parsemé de séquences durant lesquelles nous apercevons l'avancée du travail de Deadsy, et nous nous doutons bien que la fin de cette peinture marquera également la fin de l'histoire. Mais j'aimerais en plus souligner la qualité de l'œuvre en elle-même. Déjà, ce qu'elle représente avec cette espèce de déesse et tous ses adeptes qui lui grimpent dessus, qui essayent d'en atteindre le sommet. On peut élaborer tout un tas de théories, qu'elles soient intradiégétiques ou pas, comme par exemple le fait que cette déesse représente les producteurs hollywoodiens ou tout simplement le succès artistique et commercial. Dans tous les cas, c'est une peinture de l'artiste Chet Zar, qui l'a produite de son côté et en prenait des photos à différents stades d'avancement qu'il donna par la suite à l'équipe du film. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son œuvre est réussie et il y a définitivement quelque chose de fascinant. Ça tombe bien, c'est l'une de ses caractéristiques dans le film également. On peut également considérer cette peinture comme une énième métaphore de la vie de Joe Begos lui-même. À savoir qu'avec ce film, il cherche à créer son chef-d'œuvre, malgré peut-être certaines pannes d'inspiration. Et du coup, est-ce qu'il a réussi à en faire son chef-d'œuvre finalement? Puisque ça vaut quoi, Bliss, concrètement? Eh bien, pour moi, c'est l'une des plus grosses surprises de l'année, et ça a même été une petite claque. Comme souligné plus haut, son esthétique très particulière est à mettre en avant. De tous les films de Joe Begos, c'est son plus abouti à ce niveau-là, peut-être aussi parce que c'est son plus personnel. Le mélange hard rock permet d'ouvrir une porte vers ce monde halluciné, et le mélange de différentes réalités opère dans un véritable arc-en-ciel hypnotique. En plus de cela, la photographie magnifique sert énormément cette esthétique particulière, aidée par le fait qu'ils aient filmé en 16 mm dans un style très 70s, proche de ce que Scorsese pouvait faire à l'époque. Et outre le jeu des couleurs incroyables, les effets spéciaux, tous pratiques, marchent à merveille, et le film y va avec les effets gore. Nos vampires du jour ont un sacré appétit, et ça y va niveau arrachage de gorge. On peut donc dire que d'un point de vue visuel, le film vous en mettra
plein la vue. La bande-son sert l'action à merveille et comme je l'ai déjà dit plus tôt, permet d'accentuer le côté onirique du métrage. Mais ce que j'ai préféré par-dessus tout, c'est ce scénario, assez intéressant pour maintenir votre intérêt, avec un rythme parfois un poil lent, mais compensé par ces zones d'ombre que Begos mettra un point d'honneur à garder jusque la fin. Les multiples interprétations possibles à ce spectacle ne font qu'ajouter de la profondeur au propos de l'œuvre, ce que je ne peux que saluer. Et bien sûr, tout cela est appuyé par le jeu des comédiens, pour la plupart passables sans plus, mais avec en prime l'excellente performance de Dora Madison que je salue à nouveau. Du point de vue de la mise en scène en elle-même, c'est le meilleur film de Joe Begos. Si l'on sent bien les limites budgétaires par moment, il s'est tellement amélioré du point de vue du découpage avec ce montage nerveux mais toujours juste, qu'on peut bien lui pardonner quelques bidouillages parfois un poil trop légers. Notons cependant que ça reste légèrement plan-plan, mais comparé à Almost Human par exemple, on assiste ici à un spectacle de génie. En gros, pour moi, Bliss est définitivement un long métrage qui vaut la peine, une magnifique surprise de cette année 2019. Et autant vous dire que je ne suis pas peu fier d'être le seul vidéaste francophone à vous en parler sur YouTube. Donc si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à le découvrir. Et voilà, c'est la fin de cette critique glauque qui devrait être la dernière de cette année 2019. J'ai donc voulu conclure par un des films qui m'avait le plus surpris et que j'avais le plus aimé, et d'essayer de vous surprendre également, vous, très chers abonnés. Vous me direz dans les commentaires si j'ai réussi ma tâche et si je vous aurais donné envie de découvrir cette petite œuvre méconnue. Si c'est le cas, j'aurais accompli mon devoir de vidéaste. Évidemment, ce ne sera pas la dernière vidéo de l'année, je vous en réserve encore quelques-unes, dont quelques surprises, je l'espère. Et on se retrouve donc très bientôt pour fêter la fin de 2019 ensemble, qui sait. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo.